Okay, let's see. There is a few items in here that could work. Well, decorator items. I think I'm gonna try this one if it doesn't go for too much. Bon, voyons voir. Il y a quelques éléments ici qui pourraient faire l'affaire. Un petit objet de décoration. Je pense que je vais essayer celui-ci s'il ne coûte pas trop cher. Brandy Passante a passé des années à fouiller dans des garde-meubles oubliés. Puis, en 2023, elle a acheté un casier pour $1,800 dont personne ne voulait. La porte était rouillée et fermée. L'odeur était épouvantable. Même Jared serait parti. Mais quelque chose la poussa à rester. Ce qu'elle trouva à l'intérieur changea tout. Des relevés bancaires, des documents juridiques et une collection si rare que les experts eurent besoin d'agents armés. La valeur totale a choqué même les dirigeants d'AE. Mais Brandy a dû faire un choix qui la hante encore aujourd'hui. Brandy Passante est née le 16 mai 1980 dans le comté de Harris, au Texas. Ce n'était pas un endroit facile où grandir, et sa vie familiale était encore plus difficile. Dès son plus jeune âge, elle était physiquement maltraitée par ses frères. Ce n'était pas du catch ludique. C'était violent, effrayant et constant. Brandy a raconté plus tard que mes frères me battaient tout le temps. J'ai appris à me défendre. Et c'est pourquoi je ne supporte plus les critiques de personne maintenant. Dans ce genre d'environnement, soit on s'effondrait, soit on s'endurcissait. Brandy a choisi la seconde option. Cette ténacité allait devenir son bouclier dans la vie, et plus tard son atout dans le monde des affaires. Mais intérieurement, elle n'était pas aussi intrépide qu'elle en avait l'air. Brandy était timide, calme et souvent peu sûre d'elle. Elle n'aimait pas socialiser. Elle ne savait pas se comporter comme une enfant bruyante et extravertie. Au lieu de ça, elle lançait aux gens ce qu'elle appelait des regards noirs. Ce n'était pas vraiment pour les effrayer. C'était juste une façon de se protéger. Si elle avait l'air en colère ou distante, peut-être qu'il la laisserait tranquille. Ce regard lui était resté. Des années plus tard, les fans de Storage Wars reconnaîtraient ce même regard. Elle en riait même, affirmant que son air de chienne au repos n'était pas une question d'attitude. C'était juste une façon pour elle de cacher sa nervosité. Son enfance n'a pas seulement été chaotique, elle a été profondément douloureuse. Il n'y avait aucune chaleur à la maison, aucun espace sûr. Ce vide émotionnel l'a forcée à grandir vite. Elle a perdu confiance facilement. Elle n'a pas attendu qu'on la sauve. Elle s'est bâti un mur et ne comptait que sur elle-même. Ce don aiguisé pour décrypter les gens, savoir quand quelqu'un ment, pressentir les problèmes avant qu'ils ne surviennent, lui venait d'années de vie tendue. Cela l'a aidé à survivre. Et plus tard, cela l'a aidé à gagner, dans les ventes aux enchères de stockage, où il fallait souvent prendre des décisions hâtives et se fier à son instinct. Elle avait un avantage considérable. Elle n'avait pas appris ses compétences dans un livre. Elle les a appris en survivant à son enfance. Sa vie a commencé à changer lorsque sa famille a déménagé en Californie. Ce déménagement a été un choc. Nouvel endroit, nouvelle culture, mais c'était aussi l'occasion d'oublier une partie de la douleur. En Californie, elle a pris un nouveau départ. Finalement, elle a rencontré Jared Schultz. Le courant s'est passé entre eux et leur partenariat est devenu plus qu'une simple histoire d'amour. Ils ont commencé à travailler ensemble et se sont lancés dans le monde des ventes aux enchères de stockage. C'était un métier difficile. Il fallait réfléchir vite, agir plus vite et savoir tenir bon. Brandy était faite pour ça. Non pas parce qu'elle le prévoyait, mais parce que son passé l'avait préparée au chaos. Elle n'a pas bronché dans les moments difficiles. Elle n'a pas reculé quand les choses se sont gâtées. Elle s'est laissée aller au chaos et a su en tirer profit. Avant même que les caméras ne la repèrent, Brandy avait développé une solide éthique de travail. Elle n'avait pas le choix. Avec peu d'argent et encore moins de soutien émotionnel. Elle a appris très tôt à assumer sa responsabilité. Elle faisait des petits boulots, aidait aux tâches ménagères et n'attendait jamais que quelqu'un d'autre répare les choses. Cette attitude lui est restée. En 1999, Brandy Passante et Jared Schultz se sont rencontrés alors qu'ils travaillaient dans une entreprise de nettoyage de tapis à Tustin, en Californie. Jared était le directeur des ventes. Brandy était la nouvelle recrue. Leurs emplois n'étaient pas prestigieux et leur relation n'avait pas débuté par des étincelles. Jared était techniquement son patron et les relations professionnelles n'étaient pas vraiment encouragées. À un moment donné, un ami commun avait même laissé des mots sur le camion de Jared, lui rappelant d'être plus gentil avec elle. Il pouvait être un peu brutal. Et il l'admettait. Brandy n'a pas été immédiatement séduite non plus. Selon ses propres termes, il m'a épuisé. Il était tenace. C'était une étrange association, née de taches de moquette et d'émanations chimiques.
mais qui a fonctionné. Ce début discret allait donner naissance à l'un des duos les plus mémorables de la télé-réalité. Leur future gloire était encore lointaine, mais les fondations avaient été posées dans un cadre des plus improbables. Leur expérience de nettoyage de tapis s'est avérée plus utile qu'on aurait pu l'imaginer. Nettoyer les dégâts, trier les objets oubliés et gérer le quotidien leur a appris quelque chose de précieux. Reconnaître la valeur de ce que les autres jettent. Cette expérience leur a donné un avantage lorsqu'ils se sont lancés dans le monde des ventes aux enchères de stockage. Lorsque la tante de Jared, qui gérait un entrepôt public, leur a suggéré de se renseigner sur une vente aux enchères locales. Ils ont tenté leur chance. Ils n'ont pas hésité. Des années de tri de bric-à-brac leur avaient appris à repérer les valeurs cachées. Ils n'avaient pas peur de se salir les mains. Et cet état d'esprit leur donnait un avantage sur ceux qui le faisaient. La plupart des gens ne voyaient qu'un tas de bric-à-brac. Brandy et Jared ont vu une énigme à résoudre, et peut-être un profit. Avant même de devenir des stars de la télévision, ils ont pris un gros risque. En février 2010, ils ont ouvert une friperie appelée Now and Then et Orange, en Californie. Leur plan était simple, acheter des articles bon marché dans des garde-meubles et les revendre dans la boutique. Ce n'était pas très glamour, mais cela payait les factures et bâtissait leur réputation. Le magasin a connu un tel succès qu'un deuxième magasin a ouvert ses portes à Long Beach en mars 2013. Une grande fête d'ouverture a même été organisée avec nourriture, musique et de fans. Mais le commerce de détail n'est pas chose aisée. Le magasin de Long Beach a connu des difficultés et a fermé en 2014. Le magasin Orange a discrètement fermé ses portes vers 2016. Pourtant, les magasins comptaient. Ils ont prouvé que Brandy et Jared étaient prêts à parier sur eux-mêmes. Et ce pari a attiré l'attention des producteurs de télévision. Ce sont ces boutiques et le couple qui les a créées qui leur ont permis de décrocher une place dans Storage Wars. Leurs friperies n'étaient pas de simples commerces. C'étaient des tremplins. Lorsque Storage Wars a été diffusé le on-air décembre 2010, Brandy Passante et Jared Schultz n'ont pas tardé à faire bouger les choses. À seulement 30 ans, Brandy n'était pas seulement l'une des plus jeunes acheteuses de l'émission. Elle était aussi l'une des plus audacieuses. La plupart des enchérisseurs expérimentés étaient plus âgés et plus ancrés dans leurs habitudes. Mais Brandy et Jared se sont lancés sans crainte ni filtre. Ils n'ont pas suivi les règles. Ils ont appris sur le tas, ont fait des offres risquées et ont commis de nombreuses erreurs. Mais ils ont appris vite et devant des millions de téléspectateurs. Leur surnom, The Young Guns, n'était pas seulement un titre accrocheur. Il reflétait parfaitement ce qu'ils étaient, de nouveaux venus avec quelque chose à prouver. Tout en jonglant avec le chaos des ventes aux enchères. Ils élevaient également 2 jeunes enfants et géraient de temps à autre leur friperie à Orange, en Californie. Ce mélange d'ambition et de pression les rendait attachants. Ils ne cherchaient pas seulement à remporter des enchères. Ils essayaient de construire une vie. Et cela a incité les gens à les soutenir. Brandy et Jared n'ont pas seulement changé l'énergie de la série. Ils ont contribué à redéfinir qui pouvait réussir dans ce monde. Dès le début, Brandy s'est démarquée. Elle n'était pas dramatique devant les caméras. Elle ne jouait pas la comédie. Ce que vous avez vu, c'est ce que vous avez eu. Ses yeux qui roulent, ses regards agacés vers Jared, sa joie quand un pari risqué a été payant. Rien de tout cela n'était faux. Alors que d'autres acteurs semblaient parfois excessifs ou théâtraux, Brandy restait authentique. Et les spectateurs l'ont remarqué. Son honnêteté la rendait immédiatement sympathique. Elle ne prétendait pas être une experte. Elle reconnaissait ses torts. Elle riait d'elle-même et n'hésitait pas à dénoncer les imprudences de quelqu'un. Surtout de Jared. Avec le temps, son honnêteté a bâti la confiance. Les fans se sont attachés à elle parce qu'elle ne se cachait pas derrière une image soignée. Elle s'est confiée sur les difficultés de concilier célébrité, famille et affaires. Elle a un jour décrit la série comme une bénédiction et une malédiction. Et cette phrase s'est restée. Cela a montré la pression que représente le fait d'être sous les projecteurs, même si cela lui ouvre des portes. Son ouverture d'esprit ne s'est pas arrêtée lorsque les caméras se sont éteintes. Sur les réseaux sociaux, elle a continué à partager des moments authentiques de sa vie. Pas de filtres, pas de faux sourires. Just Brandy. Ce genre d'honnêteté a fidélisé son public. La célébrité de Storage Wars a eu un impact considérable sur leur friperie. Avant la série, il n'y avait qu'une petite boutique d'occasion qui dépendait des passants, mais après la diffusion de la première saison, tout a changé. Les fans faisaient de la queue pour visiter la boutique en personne, espérant rencontrer Brandy et Jared, ou même acheter un article vu à la télévision.
L'activité a explosé. En 2000, ils ont ouvert un deuxième magasin à Long Beach, au Premier Abord. Cela semblait judicieux. L'engouement était réel et les deux magasins affichaient un complet. Mais l'engouement ne dura pas éternellement. Le magasin de Long Beach connut des difficultés et dut fermer ses portes au bout d'un an. Le magasin d'origine est resté ouvert jusqu'au début de l'année 2016, avant de fermer discrètement à son tour. L'ascension et le déclin des magasins ont reflété les hauts et les bas de la célébrité de la télé-réalité. Pourtant, ce bref empire commercial s'est révélé important. Brandy n'était pas seulement une star de télé-réalité. Elle avait le sens des affaires, des talents de négociatrice et du cran. Même après la fermeture des magasins, sa réputation de femme vive et déterminée lui est restée. Brandy et Jared, Married to the Job, a été diffusé pour la première fois le 12 août de la même année. Le concept était simple. Montrer à quoi ressemblait la vie après les enchères. Les fans ont pu les voir gérer leur boutique, élever leurs enfants et gérer une relation sous pression. Ce n'était pas toujours joli. La série montrait des disputes, du stress et les moments difficiles de la vie de couple à la télévision. Mais cette crudité la rendait captivante. Ce n'était pas du scénario superficiel. Ça semblait réel. Pourtant, la série n'a duré que 8 épisodes. Les audiences n'étaient pas mauvaises, mais pas suffisantes pour poursuivre. Même si elle n'a pas duré plus d'une saison, la série a enrichi son histoire. Elle a montré que son attrait ne se résumait pas aux enchères. Il s'agissait de la façon dont ils géraient tout ce que la vie leur réservait. Entre-temps, ils ont fait des découvertes surprenantes. Brandy Passante et Jared Schultz ont déboursé seulement 50 $ pour un vieux garde-meuble poussiéreux qui ne payait pas de mine. Mais lorsqu'ils l'ont ouvert et ont commencé à creuser, ils ont trouvé le jackpot. L'unité était remplie de jouets My Little Pony, des centaines. Certains étaient vintage, d'autres rares, d'autres encore scellés dans leur boîte d'origine. Au fur et à mesure qu'ils sortaient de figurine après figurine, il est devenu évident qu'il ne s'agissait pas seulement d'une collection d'enfance. C'était de l'or pour collectionneurs. Après calcul, l'expert a estimé la valeur finale à 875 $. Leur pari de 50 $ s'était donc transformé en un profit presque 17 fois supérieur. L'épisode a été diffusé lors de la 6e saison et est immédiatement devenu un favori des fans. Brandy était ravi. Jared, comme d'habitude, était dubitatif. My little bronies. Superfans adultes de My Little Pony se sont déchaînés. Ce n'était pas seulement un coup de chance. Ce fut l'un des retournements de situation les plus mémorables de l'histoire de Storage Wars. Mais toutes les trouvailles ne firent pas sourire Brandy. Une saison plus tôt, elle avait dépensé 900 $ pour une unité qui semblait ennuyeuse de l'extérieur. Ce sentiment ne dura pas longtemps. Tandis qu'elle et son assistante fouillaient le désordre, le casier prit une tournure inquiétante. À l'intérieur se trouvait ce qui ressemblait à une collection vaudou. Il y avait des os d'animaux, un crâne avec des bois, des bâtons sculptés, d'étranges sacs remplis d'os de poulet et une petite silhouette effrayante portant un chapeau de poulet. Brandy était visiblement bouleversée. Elle refusa de revendre quoi que ce que soit. To her, the stuff felt dangerous. Was it real voodoo? Was it art? Viewers couldn't decide, but one thing was clear. This locker was one of the creepiest the show ever aired. Then came one of Brandy's riskiest moves. She spent 2250 on a unit without knowing what was inside. It was a huge risk, but when she opened the door, the gamble made sense. The locker was filled with professional screen printing equipment. Screens, presses, dryers, even an exposure unit. It was everything needed to start a printing business. After an expert looked it over, the gear was valued at 5 millies. Not only did Brandy walk away with a solid profit, but the find showed just how unexpected and profitable these storage units could be. It was about more than just resale. It was about possibilities. In 2014, she did it again. She put down 1250 on another locker that looked like it had nothing but junk. Jared wasn't sure about the call. But as they sorted through it, things got interesting. Hidden under piles of old stuff were paintings, wall decorations, and personal artifacts. Then they found the big prize, a professional grade paint spray system worth over 3 mil. When everything was added up, the locker was valued at 3 mil 5 cents. It was a reminder that buried treasure doesn't always look shiny at first. Sometimes it just takes someone with Brandy's eye to spot it. But nothing topped the early win that changed everything. Brandy and Jared paid mil-sept cents for a locker that nobody else seemed to want. When they opened it, they were stunned. It was packed with vintage toys, action figures, rare collectibles, all in excellent shape. The collection was massive.
and the quality was unmatched. Once it was all appraised, the final value came to 12,008 cents. That single locker turned into one of the biggest scores in Storage Wars history. The story of Storage Wars took a dramatic turn in December 2012. David Hester, one of the show's most recognizable faces, filed a shocking lawsuit that exposed what he claimed was a web of deception behind the scenes. He wasn't just the guy yelling, "Yup." During bidding wars, he was now the man accusing the entire production of fakery. According to his lawsuit, producers weren't leaving things to chance. They were stuffing storage units with planted items, things like a BMW Mini or a stack of Elvis Presley death announcement newspapers, all designed to boost the drama and pull in bigger ratings. Hester didn't stay quiet. He went straight to Los Angeles Superior Court, asking for more than 70 mil in damages. He claimed he was fired for speaking up and said the production team had broken their contract and violated business laws. He even argued that the producers may have broken federal broadcasting rules from the Communications Act of 1934. Les téléspectateurs se sont demandé si leur révélation de casier préférée avait réellement existé. Puis les preuves sont arrivées, et il était difficile de les ignorer. Une pile d'emails, de reçus et même de chèques de remboursement sont apparus, prouvant que la dissimulation de casiers n'était pas une simple rumeur. Des sources sur le plateau ont décrit comment, notamment pendant la première saison, les producteurs déposaient ostensiblement des objets dans les casiers, parfois juste devant les acteurs et l'équipe. La méthode était d'une clarté troublante. Les acteurs apportaient leurs propres objets intéressants. Les producteurs les rangeaient dans des casiers. Les acteurs les retrouvaient pendant le tournage. Plus tard, ils soumettaient une facture et recevaient un loyer. Certains reçus correspondaient même exactement aux articles qui apparaissaient plus tard dans les grandes scènes de révélation de la série. Ce n'était pas bâclé, c'était organisé. L'affaire a été documentée et a dressé un tableau brutal des limites que la télé-réalité pouvait franchir pour créer un succès. Même Brandy Passant, l'une des chouchoutes du public, s'est retrouvée mêlée à la controverse. Connue pour sa vivacité d'esprit et ses découvertes surprenantes, Brandy s'était forgé un public fidèle avec son partenaire Jared Schultz. Ensemble, ils étaient tombés sur des objets vraiment étranges. Dentier's Vintage, boîte de vieux jouets. Mais toutes les trouvailles n'étaient pas le fruit du hasard. À mesure que de plus en plus d'initiés se manifestaient, il devenait évident que Brandy et Jared n'étaient pas de simples joueurs passifs. Ils avaient parfois fourni leurs propres objets à planter et étaient ensuite remboursés pour cela. Lors des réunions de production, ils auraient soutenu cette pratique, qu'ils aient reçu des objets des producteurs ou qu'ils aient apporté les leurs. La frontière entre véritables trouvailles et trésors plantés devenait presque impossible à distinguer. Si un objet avait une histoire trop parfaite ou apparaissait au moment le plus opportun, il y avait de fortes chances qu'il ait été placé là intentionnellement. Rien de tout cela n'est arrivé par hasard. La pression en coulisses était intense. Les vraies ventes aux enchères de garde-meubles sont souvent ennuyeuses. Beaucoup d'unités sont remplies de bric-à-brac, de vieux vêtements, de meubles cassés et de paperasse. Ça ne fait pas une bonne émission de télévision. Pour remédier à cela, les producteurs auraient fait pression sur les acteurs pour qu'ils jouent des versions exagérées d'eux-mêmes. Certains ont été invités à dire certaines répliques, d'autres ont été poussés à argumenter devant la caméra. Parfois, les monteurs assemblaient des extraits de différentes conversations pour créer de faux arguments ou des réactions dramatiques. Ces astuces, appelées Frankenbites, brouillaient la frontière entre émotion réelle et fiction télévisée. Et le salaire était plutôt élevé. Au plus fort de la série, les acteurs gagnaient entre 15,0 et 25,0 $ par épisode. Avec un tel salaire, il était tentant de participer. Pendant près de 20 ans, Brandy Passant et Jared Schultz ont travaillé côte à côte non seulement pour élever des enfants et gérer une entreprise, mais aussi pour se constituer une base de fans en tant que jeunes pousses de Storage Wars. Mais juste après le tournage de la saison 12 en 2018, ils se sont discrètement séparés. Ils ne se sont jamais mariés. Donc, aucun document légal n'a fuité. Et pendant près de 2 ans, personne en dehors de leur cercle n'a rien su. Brandy continuait à publier sur les réseaux sociaux, mais Jared disparaissait peu à peu de ses photos. Puis un autre homme a fait son apparition. Les rumeurs ont commencé à circuler. Mais ce n'est qu'en juin 2020 que Brandy l'a finalement confirmé lors d'une interview informelle sur Facebook Live. Même à ce moment-là, ils n'ont pas dit grand-chose. Ils ont continué à filmer, ont à peine parlé sur le plateau, ont fait comme si de rien n'était. C'était le genre de secret qui ne survit pas longtemps dans la télé-réalité. Pourtant, ils ont réussi à le faire.
Lorsque les fans ont fini par l'apprendre, ils ont replongé dans d'anciens épisodes à la recherche d'indices. Comment n'avait-on pas remarqué ça? Tout a changé en avril 2021. Après 2 ans d'absence, Storage Wars est revenu avec la saison 13. Et la rupture est devenue un élément de la série. Brandi et Jared n'étaient plus partenaires. Ils étaient rivaux, enchérissant ouvertement et s'insultant. Brandi le traitait d'idiot devant de la caméra. Jared plaisantait sur les enchères juste pour la contrarier. La tension n'était pas seulement visible, elle était inconfortable. Brandi a admis plus tard que le tournage de ces scènes n'avait pas été facile. Mais elle a persévéré pour la série. Cette saison n'a pas seulement révélé leur rupture, elle l'a fait exploser. Et alors que les fans s'adaptaient à cette nouvelle dynamique, une autre surprise les a frappés. En mai 2021, Jared a été accusé de violence conjugale pour avoir prétendument poussé Brandi dans un bar. Il ne s'agissait plus seulement d'une rupture difficile. C'était une situation juridique qui rendait l'histoire plus sombre, plus lourde et bien plus réelle que ce que la série avait montré auparavant. Après tout cela, la vie de Brandi a radicalement changé. Elle a obtenu la garde exclusive de leurs 2 enfants, Peyton et Cameron. Et ce n'était pas un chemin facile. Peyton était né sourd et avec une fente palatine. Cameron avait eu peur d'une tumeur au rein, avant même la séparation. Brandi assumait la plupart des responsabilités parentales. Maintenant, c'était à elle de tout faire. Elle se considérait comme la principale responsable des soins et plaisantait sur le fait qu'elle n'avait plus cette voix paternelle effrayante pour la soutenir. Mais elle ne s'arrêtait pas. Elle a continué à travailler, à élever ses enfants et à être présente. Sur les réseaux sociaux, elle a partagé des moments avec eux, comme la célébration du 21 et anniversaire de Cameron en mai 2024. Ses abonnés l'apercevaient comme une personne forte, stable et authentique. Pendant ce temps, Jared se concentrait sur la gestion d'un bar à Lake Forest et restait le plus souvent discret. Le parcours de Brandi en tant que mère célibataire n'était pas facile, mais il devint le chapitre le plus important de sa vie. Elle ne faisait plus seulement partie d'un duo. Elle était une personne à part entière. Saul. C'est alors qu'elle avoua quelque chose d'encore plus douloureux. Pendant des années, dit-elle, elle n'avait pas eu d'identité. Tout tournait autour de la série, de leur relation et du rôle qu'on attendait d'elle. Elle était Brandi et Jared. Pas seulement Brandi. Après leur séparation, tout a changé. Elle a commencé à découvrir qui elle était vraiment. Elle a appelé cela une période de réinvention. Après sa séparation avec Jared Schultz, Brandi Passante n'a pas tourné la page en silence. Elle a changé d'orientation de manière percutante et publique. En 2019, elle s'est associée à l'association Women's Own Worth qui vient en aide aux victimes de violences conjugales. Lors de leur événement annuel, Wawapalooza, Brandi a fait plus que simplement se présenter. Elle est montée sur scène en tant que présentatrice et a contribué à récolter 100 $ en une seule soirée. Pour elle, ce n'était pas une question de publicité. Brandi avait elle-même connu des difficultés familiales, ce qui donnait à ses efforts une dimension personnelle. Puis vint la bagarre de bar. En avril 2021, Brandi était dans un bar du comté d'Orange. Jared s'est présenté. Des témoins ont déclaré que Brandi lui avait demandé de partir. Il avait refusé. La situation s'est envenimée. Il l'aurait poussée à 2 reprises et aurait crié après elle et ses amis. La police a été appelée, mais Jared était déjà parti. Il a ensuite nié l'avoir touché. Le procureur l'a néanmoins inculpé de violence conjugale. Les fans qui avaient suivi leur histoire d'amour à l'écran étaient sous le choc. La rupture semblait déjà triste, mais il semblait désormais que quelque chose de bien plus sombre se tramait en coulisses. L'incident a brisé toute illusion quant à une séparation simple et civile. En 2023, sa vie privée est devenue tout aussi publique. C'est alors qu'elle a annoncé sa nouvelle relation avec Clifford Beaver. Il est agent immobilier et tient un bar appelé Our Place Bar and Grill à Lake Forest, en Californie. Après avoir passé près de 2 décennies avec Jared, ce nouveau chapitre a surpris les fans. Mais la façon dont Brandi et Clifford interagissaient, notamment sur Instagram, était une véritable bouffée d'air frais. Ils ont partagé des hommages d'anniversaire, des moments en famille et des vidéos des coulisses du bar Clifford. En mai 2024, Clifford a publié un montage d'anniversaire pour Brandi les montrant en train de rire, de voyager et de recréer leur famille. Tous deux avaient des enfants issus de relations passées et, ensemble, ils semblaient vraiment heureux. Les gens l'ont remarqué.
Les fans ont dit que Brandy semblait plus à l'aise, plus joyeuse et complètement différente de la dynamique tendue qu'ils avaient vue auparavant. Rendre publique sa relation avec Clifford n'était pas seulement une question d'amour. Il s'agissait de retrouver la paix. Puis vint l'annonce du podcast. En juin 2025, Brandy révélait le lancement de The Real Reality avec Brandy Passante. Il ne s'agissait pas d'une conversation à bâton rompu avec une célébrité. Elle promettait une honnêteté crue et des vérités sur les coulisses de la télé-réalité. Elle disait qu'elle parlerait de ce qui se passe hors caméra, de choses que les fans ne voient jamais. Elle a même lancé un avant-goût avec la légende. Vous voyez, ça va devenir réel. Et les gens l'ont cru. Après tout, Brandy a consacré plus de 260 épisodes à Storage Wars, plus un spin-off, et a affronté les hauts et les bas de la célébrité. Les chagrins d'amour et l'éducation de ses enfants sous les projecteurs. Le podcast serait diffusé sur toutes les principales plateformes, dont YouTube. Avec son style direct et ses sujets audacieux, elle est rapidement devenue l'un des lancements les plus attendus du genre. Mais juste au moment où les fans pensaient savoir à quoi s'attendre, Brandy a réservé une autre surprise. En février 2025, elle a publié des photos prises dans un studio d'enregistrement. The caption was short. She back. Stay tuned. That post set off a wave of speculation. Was this tied to the podcast? Or was she working on something totally different? Like music, voice work, or even a new show? The mystery only added to the excitement. In an age where celebrity plans usually leak before they're announced, Brandy managed to keep everything quiet. Fans zoomed in on the studio equipment and lighting, trying to decode every clue. No one knew for sure, but one thing was clear. Brandy was reinventing herself again, not as a storage auction queen, but as a creative force building something entirely new. Financially, she's more than secure. Her estimated net worth in 2025 is around $2 million. A big part of that came from Storage Wars, where she reportedly made 15 000 per episode, with over 260 episodes that totals nearly $250,000 in gross earnings. And that's before adding her income from Brandy and Jared, Married to the Job, her thrift store business, and various merchandise lines. She and Jared started with almost nothing. They were the youngest buyers on the show, with the least money to spend. But Brandy was smart. She turned every opportunity into something bigger. At the peak of their fame, they even opened a second thrift store. Those stores eventually closed, but Brandy didn't stop. She kept evolving, branching into media, merchandise, and new business ideas. Her journey proves that reality TV fame doesn't have to be temporary. With the right mindset, it can turn into a lasting empire.